Le face-à-face sur NC Première. Madame, monsieur, bonjour. Quand la mine tousse, c'est toute la Nouvelle-Calédonie qui s'enrhume. Et depuis 24 jours, avec la grève des rouleurs qui monopolise l'actualité, le nickel s'est invité dans le débat politique. Tous les partis s'accordent aujourd'hui à marteler qu'il est temps de poser la question fondamentale de la stratégie nickel dont on ne pourra pas faire l'économie et qui pèsera dans les discussions sur la sortie de l'accord. Tout le monde en convient. Mais quelle stratégie ? Comment les uns et les autres peuvent-ils trouver des points de convergence ? Y en a-t-il seulement ? Qu'est-ce que la doctrine nickel ? Pour en parler, nous recevons des responsables politiques. Grégoire Bernu pour les Républicains, Philippe Gomez pour Calédonie Ensemble et pour le Palika, Jean-Pierre Diaoué. Messieurs, bonjour. Bonjour. L'Union calédonienne, précisons-le, a été également sollicitée pour ce débat, mais elle a décliné notre invitation car son président, Daniel Goa, est actuellement médiateur dans le conflit qui oppose les rouleurs, les mineurs, avec le gouvernement. Avant de commencer le débat politique proprement dit, le conflit donc, qui est rentré dans son 24e jour, avez-vous, à vos niveaux respectifs, des informations sur une issue éventuelle et est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être trouvée cet après-midi ? Grégoire Bernu. Écoutez, moi je pense que pour l'instant déjà on n'a pas forcément d'informations puisque les négociations sont en cours. Je pense que la médiation de M. Goa est une bonne chose parce que ça a au moins permis de suspendre les blocages. Il faut les laisser travailler et on verra bien quelle sera l'issue des négociations en fin de journée, sachant que effectivement, le principal point d'achoppement, ça reste tout de même les rejets des demandes d'exportation de latérite vers la Chine. Donc on verra bien en fin de journée ce qu'il en est. Jean-Pierre Diaoué, vous avez eu des informations de votre côté ? Non, pas d'informations de mon côté, mais la Nouvelle-Calédonie sait qu'au niveau de la Province Nord, il y a eu une mobilisation qui est faite. Dans quel but ? Le but, c'est de faire en sorte à ce que ce protocole d'accord soit signé. On s'est mobilisé également parce que on a vu que quelque part, la province Nord et la SMSP ont été pointés du doigt. Donc, on a jugé que, compte tenu de ce que fait la province Nord dans le domaine du nickel depuis qu'elle a mis les pieds dans le secteur, il fallait au plus vite se sortir de ce conflit. Philippe Gomez. Oui, notre position à Calédonie Ensemble a toujours été la même. Nous considérons que le protocole qui a été négocié une douzaine d'heures de rang, sous l'égide du haut-commissaire avec le syndicat des exportateurs miniers, le syndicat des rouleurs et avec le président du gouvernement en tant que manager de ces négociations est un point d'équilibre honorable pour toutes les parties. Et d'ailleurs, lorsque les discussions sont terminées aux alentours de 20h30, le syndicat des rouleurs retournait devant la base, suivant la terminologie consacrée, pour soumettre à l'approbation de la dite base ce protocole. Donc il nous semble intéressant maintenant que les choses s'arrêtent et que ce protocole soit signé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rajouter 2 ou 3 choses dans ce protocole. Pas des exportations chinoises ou des exportations sur le Japon, mais nous on est très favorable à l'intervention du fonds nickel, par exemple, qui a 2 milliards de francs CFP dans ses caisses, qui a été créé pour ça, prendre en charge les difficultés des rouleurs, les cotisations sociales, faire travailler les rouleurs pour la réhabilitation de sites miniers, et notamment sur la côte Est où effectivement il y a moins d'exportation de latérite. On peut aussi, dans ce protocole, rajouter ce qu'on a proposé, Calédonie Ensemble, c'est la nomination d'un expert indépendant. Il y a des querelles de chiffres, soi-disant. Voilà. Mettons un expert indépendant pour dire quel est le montant des exportations 2014, le premier semestre 2015, la valeur de ces exportations, la marge des mineurs, les bénéfices des mineurs. Mettons tout ça sur la table. Voilà. Alors, il y avait justement un point dont a parlé Wilfried May en début de semaine sur notre antenne, c'était la fameuse taxe sur l'extraction minière. C'est ce fameux 8e point du protocole. Est-ce que ça vous semble judiciable ? Est-ce que c'est possible de la mettre en place en contournant le pacte de stabilité fiscale qui a été donné aux entreprises minières ? Ce 8e point, Grégoire Bernu. Avant de répondre à cette question, je voudrais répondre au député Gomez. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette histoire, le véritable problème, la véritable raison du rejet des demandes d'exportation de latérite vers la Chine, ça reste, c'est officiel depuis la semaine dernière, depuis que la SMSP a fait sa conférence de presse, ça reste que ces autorisations finalement déstabiliseraient le nouveau projet offshore de la SMSP avec le chinois Jinchuan. Donc, à partir de là, je pense que compte tenu de la situation, il faut arrêter le non-dit, il faut mettre les éléments de la discussion sur la table pour qu'on en discute sereinement. Parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de condamner les uns ou les autres, il s'agit de
déterminer quelles sont les véritables raisons qui motivent ces rejets de demandes d'exportation de latérite vers la Chine. Après, sur le fonds nickel, je rappelle quand même que ce que demandent les rouleurs et les petits mineurs, c'est du travail, c'est pas de l'argent. Or là, on est en train de leur interdire d'avoir des courants d'affaires à l'export, et en contrepartie, on leur offrirait de l'argent par l'intermédiaire du fonds nickel, qui n'est doté que de 2,3 milliards, je crois. Donc eux, c'est pas ça ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est du travail, c'est pas de l'argent. Ils demandent pas de l'argent, ils veulent du travail. Maintenant, par rapport à ça, encore une fois, sur le débat, par rapport au dernier point, sur le débat, effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il faut apaiser tout ça, c'est-à-dire qu'il faut raisonner, enfin, il faut travailler sur la base de données objectives et incontestables. Et c'est d'ailleurs ce qu'a fait le nouveau président du Congrès, Thierry Santa, puisqu'il a décidé de convoquer une commission de la législation et de la réglementation économique et fiscale qui va permettre de faire la lumière sur ces chiffres, c'est-à-dire qui va permettre de travailler sur les différences d'interprétation du schéma de mise en valeur des richesses minières. Avec puisque un expert et indépendant. C'est-à-dire entre les élus déjà, ça aura le mérite de faire travailler les élus, c'est-à-dire qu'on va prendre la page 231 et la page 232 du schéma de mise en valeur des richesses minières, on va la lire et puis on va déjà réfléchir. Après, si on doit avoir recours à un expert pour comprendre véritablement de quoi il s'agit, effectivement, il faudra avoir recours à un expert juridique en la matière. De la même façon, sur les chiffres concernant les exportations, c'est la même problématique. On entend tout et son contraire depuis à peu près 3 semaines. Maintenant, il faut mettre les éléments de façon objective sur la table et puis regarder quels sont les bons chiffres. Alors, de toute regardez façon, de quoi on parle, parce que bien souvent, on a l'impression qu'on mélange les choux et les carottes dans cette affaire. Alors, Philippe Gomez, oui, allez-y, et Jean-Pierre Diaoué après. Oh, mais je crois qu'il faut que le débat reste posé. Même si les convictions sont fortes, les choses ne sont pas antinomiques. Pourquoi nous sommes opposés aux exportations chinoises? Il faut que je le rappelle. Parce que nous considérons que le schéma minier adopté à l'unanimité en 2009 ne le permet pas. Le schéma minier prévoit, je cite, le maintien des exportations, je cite, actuelles, à destination, je cite, des clients traditionnels, Australie, Japon, et dans des volumes sensiblement équivalents. Donc ça, c'est le cadre. Mais il ne dit pas le contraire non plus. Non, il dit pas le contraire non plus, mais vous savez, c'est pas parce qu'il n'est pas noté qu'il est interdit de voler qu'on a le droit de voler. Bon, donc ce que je veux dire, c'est que le schéma minier, il trace pour tout esprit éclairé et honnête intellectuellement un cadre, et on comprend tout à fait pourquoi ce cadre a été posé, qui permet de continuer à exporter, mais dans certaines limites. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle on est opposé aux exportations chinoises. Il ne prévoit pas de développer les exportations et d'ouvrir de nouveaux marchés. Deuxième raison pour laquelle on est opposé, c'est que s'il y a une difficulté qui existe, nous, on n'est pas là pour nier la réalité, on est là pour la constater et le cas échéant apporter des solutions. S'il y a une difficulté qui existe, c'est l'exportation de latérite sur la côte Est, qui effectivement, depuis le premier semestre 2015, à l'initiative largement des mineurs, a diminué de moitié et passé d'1 million de tonnes à 500 000 tonnes. À partir de ce moment-là, on a un outil créé à l'occasion d'un conflit, justement, des rouleurs, qui s'appelle le fonds nickel, qui est doté de plus de 2 milliards de francs CFP, qui n'est pas là pour distribuer de l'argent. Je suis désolé de dire ça à Grégoire en tout respect. C'est que le fonds nickel, il est pas là pour faire travailler les rouleurs. Il est là pour faire travailler les rouleurs, non plus pour rouler le minerai des mines, mais pour réhabiliter les sites miniers dégradés ou les mines orphelines. Donc c'est du travail qu'on donne aux rouleurs, ce qui leur permet de continuer à payer leur retraite et d'avoir leur revenu. Et le cas échéant, de prendre en charge leurs cotisations sociales. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et troisième raison, si on veut faire rouler les rouleurs, il y a aussi la possibilité pour les mineurs de passer les contrats avec QNI qu'ils n'ont pas passés en totalité. Ils les ont passés en partie aujourd'hui. La porte est ouverte. Palmer a écrit une lettre officielle disant qu'il était acheteur pour 3 millions de tonnes. Donc il y a plusieurs portes de sortie très constructive et très sereine pour ce conflit qui, en réalité, en termes d'exportation de minerais, n'en est pas un aujourd'hui. Par contre, il y a une crise internationale qui, elle, existe. Alors, on y reviendra après, Jean-Pierre Diaoué, votre point de vue sur cette question. Voilà, donc moi, ce que je constate, c'est que depuis le début de ce conflit, et c'est depuis le 23 juillet, quand il y a eu le rassemblement au gouvernement, la rencontre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, André Dang a été invité. Et depuis ce moment-là, il a été pointé du doigt, il a été menacé de mort, il a reçu des insultes. Et aujourd'hui, on continue à dire que si il n'y a pas l'autorisation d'exporter vers la Chine, c'est toujours à cause de la SMSP de la province Nord. Mais c'est pas vrai du tout. On est bien dans un cadre qui a été voulu, adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui dit que toute exportation est arrêtée, sauf pour nos clients traditionnels. Et nos clients traditionnels, c'est QNI et le Japon. Oui, mais on sait aussi qu'André Dang veut exporter tôt ou tard sur la Chine. La Chine n'est pas un client traditionnel. Maintenant, quant au projet qui est porté par la province Nord, dans ce partenariat qui est là,
avec Xinchuan, eh bien, c'est à la suite. C'est pour la suite. Pour du latérite, pour des minerais à faible teneur qui ne peuvent pas être exploités. Bon, aujourd'hui, mais justement, Jean-Pierre si Diaoué, est-ce qu'en attendant, on ne peut pas ouvrir justement l'exportation sur un temps donné? Non, on ne peut pas ouvrir en ce moment, compte tenu de la situation. Aujourd'hui, si le cours du nickel est aussi bas, qui est responsable? C'est la Chine. Pourquoi? Parce qu'il a des stocks trop importants. Et est-ce que ce serait logique que la Nouvelle-Calédonie aille fournir encore à un pays comme la Chine, qui fait tomber le cours du nickel à un niveau aussi bas, et qui met en péril nos industries ici en Nouvelle-Calédonie? Ce serait illogique encore d'aller le fournir. Parce qu'on garderait ce niveau-là bas, ça ne profite à personne. Donc, c'est pas normal que la Calédonie aille fournir encore le Japon. Je veux dire, ce minerai à faible teneur, il peut être travaillé et mis de côté en attendant des jours meilleurs. Et les jours meilleurs, ça va peut-être être dans 3, 4, 5 ans. Eh bien, dans 3, 4 ans. Mais si on continue à fournir le pays, notamment la Chine, qui est la cause de cette chute, eh bien, à quand on remettra cette remontée des cours? Plusieurs choses, Nathalie, par rapport à ce que vient de dire M. Diaoué. C'est-à-dire que déjà, là, ce dont on parle, il faut bien en prendre conscience. Les exportations qui sont demandées là, de latérite vers la Chine, ça représente une goutte d'eau sur le marché mondial du nickel. Donc, c'est pas ça qui va déstabiliser les cours du nickel. Ce d'autant que demain, si le minerai est exporté vers la Chine au travers de Xinchuan, ce sera la même problématique. Et justement, ça me permet de vous dire que dans le schéma de mise en valeur des richesses minières, le minerai qui est extrait, le minerai brut qui est extrait en Nouvelle-Calédonie et qui est destiné aujourd'hui à la Corée et demain à la Chine, donc à la Corée pour POSCO, SNNC et demain à la Chine pour Xinchuan, ça relève du régime des exportations, c'est traité comme une exportation. Donc il faut quand même voir ce qui s'est passé en 2009, c'est-à-dire que le souci de 2009, le schéma de mise en valeur des richesses minières, il a été rédigé pour éviter que les petits mineurs soient dépendants des seuls transformateurs locaux et éventuellement dépendants des exportations obligatoires vers la Corée. Le souci d'aujourd'hui, c'est quand même la tentative d'empêcher les petits mineurs de vendre une partie de leur production à de nouveaux clients. Donc, encore une fois, il ne nous appartient pas aujourd'hui de déterminer si tout ça est vrai ou pas vrai. Justement, on va faire ce travail ensemble, si possible, encore une fois, et là je rejoins mes collègues, de façon apaisée, parce que c'est beaucoup trop important ce sujet pour qu'on dérape dans la caricature et l'invective systématique. Il va vraiment falloir qu'on se mette autour de la table pour travailler sur le fond ces sujets et déterminer une position précise, quitte à faire intervenir des experts. Mais on voit bien que les différences d'interprétation sont telles que pour l'instant, alors que le marché est en crise, que les cours du nickel sont au plus bas, que nos usines locales perdent énormément d'argent. Moi, je vous rappelle quand même que je crois avoir entendu que la SLN perdait 1,5 milliard par mois, que Vale perdait à peu près 3 milliards par mois, que KNS c'était encore plus, que KNS a d'ailleurs indiqué qu'il ne souhaitait pas financer la reconstruction du four numéro 2 compte tenu des conditions actuelles de marché. Et il y a QNI là dont on parle, dont on ne cesse de parler, qui doit perdre tout ce qu'elle peut également. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il est impératif qu'on se mette tous, autant qu'on est, autour de la table pour trouver des solutions ensemble et définir une véritable stratégie qui serve les intérêts de nos usines. Ne vous énervez pas tous, on a le temps, il nous reste encore plus d'une demi-heure et il y a effectivement, on va aborder de cette question de la doctrine nickel, la stratégie nickel. Une dernière réflexion, Philippe Gomez, sur ce que vient de dire Grégoire Bernier. La philosophie générale. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire, mais pourquoi on exporte du minerai brut ? Pourquoi on peut exporter du minerai brut dans une usine extérieure qui nous appartiendrait ? Pourquoi on transforme localement ? Ce sont les bases qui ont conduit à l'adoption du schéma minier. Et donc il faut dire quelle est la valeur ajoutée. C'est-à-dire en clair, qu'est-ce qu'avec notre minerai permet de créer le plus d'activités et d'emplois ? C'est ça le sujet. Le reste, c'est de la littérature, politique ou idéologique, mais c'est de la littérature. Ce qui crée le plus d'emplois et d'activités, c'est la transformation locale. Et donc ça, c'est l'axe majeur du schéma minier. C'est d'ailleurs pour ça que la SLN, comme l'usine du Nord, comme celle du Sud, exportent librement leurs produits où ils veulent, sans autorisation d'aucune sorte, parce que la valeur ajoutée est importante au plan local, étant donné que le minerai a été transformé dans ces usines. Dès lors que le minerai est transformé dans une usine offshore, la valeur ajoutée est moindre, mais elle reste significative. Elle est à peu près
une demi-fois inférieure à la valeur ajoutée Vous êtes locale. d'accord avec les Républicains, là, hein? Non, laissez-moi finir, parce que c'est le rapport du Tilleul que j'expose, là. Donc, le rapport du Tilleul, le cas échéant, il y a que les indépendantistes qui l'ont contesté. Mais et donc, quand on exporte des minerais, ici, la valeur ajoutée du minerai exporté brut est 2 à 3 fois inférieure, soit à la valorisation locale, soit à la valorisation dans une unité exportée. Donc, en clair, un pays, d'ailleurs, on est l'un des derniers pays sous-développés de la planète qui exportons des minerais, faut le savoir, parce qu'à part les Philippines et nous, il n'y a plus personne qui exporte du minerai brut. Pourquoi ? Parce que la Russie, comme le Canada, comme l'Australie, comme même l'Indonésie ont décidé de plus exporter parce que c'est pas comme ça que tu valorises ton minerai au mieux. Donc ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison du schéma minier, c'est on raisonne pas à l'horizon du prochain compte d'exploitation de tel ou tel petit mineur. C'est pas notre sujet. Nous, on est là pour défendre l'intérêt général, on est là pour défendre la génération qui vient et les générations qui viennent. Vous pensez que les mineurs ont une vision à court terme, qui s'enrichissent il n'y a pas de réflexion sur l'économie durable. Non, j'y crois pas trop. Moi, ce que je crois, c'est que on doit gérer cette ressource qui ne repousse pas. La tonne de terre extraite, elle est exportée et puis elle va pas se renouveler. Et donc on doit la gérer pas seulement pour nous aujourd'hui, mais pour les générations futures. Donc le petit minerai à faible teneur dont on nous parle aujourd'hui, qui est pas valorisable localement, peut-être dans 10 ans ou 30 ans, avec les technologies qui évoluent, il sera valorisable localement. Et là, à partir de ce moment-là, on sera bien heureux de l'avoir gardé pour le cas échéant, qui crée plus d'activités et d'emplois de notre pays. Donc voilà, c'est la philosophie générale. C'est pas j'ai envie d'exporter, pas d'exporter, je veux faire plaisir, je veux pas faire plaisir. Non. Il y a une philosophie générale sur la valeur ajoutée créée qui conditionne les choix entre transformation locale, transformation dans un pays étranger ou exportation de minerais bruts. Jean-Pierre Diaoué, est-ce que ça veut dire aussi je dis par rapport à ce que vous avez dit, les petits mineurs, ils font leur travail. Je dis, la stratégie nickel pour le pays, ce sont les élus qui doivent le mettre en place. C'est eux, c'est de leur responsabilité. Et quand il y a des demandes d'exportation, etc., ce sont les élus responsables, démocratiquement élus, qui donnent les règles. C'est pas la pression de la rue qui va donner les règles. Donc, chacun est bien à sa place. Concernant l'export, par rapport à ce que dit même M. Berny tout à l'heure, l'export vers la Corée, la différence, c'est pas une simple exportation. On exporte vers une usine qui nous appartient. Et on a 51%. Mais qui rapporte rien pour l'instant. C'est vous qui dites ça. Pour l'instant, il n'y a pas de dividende, il n'y a rien. Depuis 6 ans que l'usine de POSCO fonctionne, il a rapporté en bénéfice brut 48 milliards. Dans le domaine de la métallurgie, 47 milliards. Et dans le domaine minier, 1 milliard. Donc cela démontre bien qu'il faut aller vers la transformation. Il faut aller vers la transformation parce que ça nous rapporte davantage. Ça rapporte davantage pour le pays. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait confirmé. Ça, tous les Calédoniens, tous les élus, M. Bernu, il peut le dire également. C'est pas comme l'usine qui est dans le sud. Parce que dans le sud, qu'est-ce qu'il y a pour les intérêts locaux? Il n'y a pratiquement rien pour les intérêts locaux. Il n'y a pas. Donc c'est pas ça. C'est pas ça la doctrine nickel que porte la province Nord. Grégoire Bernu. Oui, alors plusieurs choses par rapport à ce que vient de dire M. Diaoué. C'est par rapport au modèle offshore, notamment la Corée avec POSCO et demain Jinchuan. Là, finalement, Monsieur Diaoué vient d'expliquer ce que la province Nord développe, c'est-à-dire la rente métallurgique. Il se base sur la rente métallurgique pour justifier le modèle offshore en Corée ou demain en Chine. Sauf que aujourd'hui, dans le contexte de marché actuel, la rente métallurgique, elle n'existe pas. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que quasiment toutes les usines, au cours du nickel actuel, perdent de l'argent. Donc il n'y a rien qui revient à la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à ce qu'on a vécu, alors que les cours du nickel étaient relativement bons, la mine NMC a perdu de l'argent pendant toute la période précédente, et ça a été à peu près compensé par les dividendes versés par l'usine de SNNC à la SMSP, donc à la Nouvelle-Calédonie. Simplement maintenant, non seulement la mine continue à perdre de l'argent, NMC, mais en plus l'usine SNNC va commencer à perdre de l'argent compte tenu des cours du nickel actuels. Parce que encore une fois, le modèle de la province, le modèle offshore de la province Nord, il pourrait fonctionner si et seulement si les cours du nickel étaient élevés. Le problème, c'est que le nickel, c'est pas le pétrole. Encore que le pétrole, c'est plus que c'était. Mais le nickel, ça évolue, ça a des cycles de hausse et de baisse, et on peut pas baser un gain durable et définitif sur la base des cours du nickel. On le voit bien aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont tellement bas que toutes les usines perdent de l'argent. Et finalement,
la Nouvelle-Calédonie ne retire aucun bénéfice à l'heure actuelle. Je ne dis pas que ça sera jamais le cas, mais à l'heure actuelle de ce modèle. Par ailleurs, en ce qui concerne les exportations de minerais latéritiques par rapport à ce que j'ai entendu, faut savoir quand même que la problématique qui se pose à nous aujourd'hui, c'est que ce minerai, il est extrait quoi qu'il arrive. Donc là, la question qu'il faut se poser, c'est soit on les vend, soit on les jette. Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Hein ? Donc à partir de là, c'est effectivement, ça reste des exportations, mais ça va au-delà du phénomène des exportations, puisque de toute façon, ce minerai, il est extrait. Donc à partir du moment où on doit faire face à une crise, où nos rouleurs et mineurs sur la côte Est sont confrontés à de grosses difficultés, pourquoi ne pas se créer un courant d'affaires par le biais de l'exportation de ces latérites, qui, quoi qu'il en soit on les vend, soit on les jette. Et dernière chose, par rapport à l'Indonésie, il faut savoir quand même que l'embargo indonésien, j'entendais le député Gomez en parler, l'embargo indonésien, c'est une solution transitoire, parce qu'en fait, l'Indonésie, qu'est-ce qu'elle a décidé ? Elle a décidé de permettre aux Chinois de construire des usines en Indonésie pour produire. Et c'est ça la véritable question à laquelle on va être confronté demain, c'est comment faire, nous, avec nos usines locales, pour lutter face à ces concurrents demain, qui vont en fait produire à peu près le même produit, mais avec des bas coûts. Donc là, on est très largement rentré déjà dans le discours sur la doctrine nickel qui est portée notamment par la province Nord. On parle parmi les points de cette doctrine donc des 51% de parts dans une usine. Est-ce que justement, c'est pas prendre de gros risques pour les collectivités dans un contexte mondial qui est vraiment défavorable ? Philippe Gomez. À partir du moment où on investit dans le secteur économique, bien sûr, on prend des risques, parce qu'il n'y a pas, c'est pas comme dans la fonction publique. Ça tombe pas tous les mois de manière garantie, quel que soit. Sauf que là, ça engage un pays. Enfin. Oui, non, mais donc, deuxièmement, bien sûr, ça engage un pays, mais enfin bon, ça, je suis toujours frappé de ça, parce que c'est vraiment la tarte à la crème qu'on nous resserre systématiquement, avec une constance qui est admirable. La Norvège, elle a 51% partout depuis les années 70. Dans toutes ses concessions de gaz et de pétrole, l'État norvégien a pris 51% de participation. L'État norvégien a aujourd'hui le fonds souverain deuxième en termes de volume à l'échelle de la planète, avec 400 milliards de francs CFP. Donc les Norvégiens, ça me semble des êtres humains tout à fait respectables dans leur manière de conduire la politique d'un pays. Et ils ont réussi, indépendamment du pouvoir, parce que j'ai entendu aussi l'autre tarte à la crème, économie libérale, économie administrée. Les conservateurs ont été au pouvoir en Norvège, c'est eux qui ont initié les 51%, les travaillistes sont arrivés ensuite au pouvoir, et ça de manière alternative au cours des 40 dernières années, sans que personne, à aucun moment, ne remette en cause la possession à 51%. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est pas une idée luberlue, comme parfois un certain nombre de discours le laissera entendre. Deuxième point, un pays doit maîtriser ses ressources stratégiques. C'est aussi bête que ça. Autrement, on est le jouet de multinationales ou d'intérêts privés. Je vais donner l'exemple. La France maîtrise ses intérêts stratégiques. Oui, l'industrie de l'armement, l'État est majoritaire en son sein parce qu'on comprend bien que c'est un élément de la souveraineté française. Oui, l'industrie nucléaire, l'État est majoritaire en son sein parce que c'est un élément de la souveraineté du pays. Oui, en matière énergétique, EDF, GDF, l'État est majoritaire en son sein. Donc c'est quelque chose de basique quand il y a dans un pays des éléments stratégiques, on doit les contrôler si on veut maîtriser un peu son destin. Et puis enfin, dernier élément au plan local, et je m'arrêterai là dans ce début de démonstration, on contrôle déjà beaucoup de choses importantes dans le fonctionnement de notre pays, et heureusement, parce qu'autrement, je sais pas que ça fonctionnerait si c'était exclusivement en main d'intérêts privés. Eh ben, la Banque calédonienne d'investissement, vous savez, vous avez peut-être un compte, Nathalie Délé, dans cette banque, comme 33% de Calédoniens. Ben, la Banque calédonienne d'investissement, la Nouvelle-Calédonie est actionnaire à hauteur de 50%. Parce qu'on a eu une catastrophe internationale avec la BCI, Air Calédonie International, notre compagnie aérienne qui nous permet d'aller partout dans le monde. La Nouvelle-Calédonie est actionnaire à 99%. Aircal, notre compagnie domestique, la Nouvelle-Calédonie est majoritaire. Enercal, qui permet à tout le pays d'avoir l'électricité sans problème, sauf quand quelques-uns décident à gadget plus nous permettre de mettre les cendres. La Nouvelle-Calédonie est actionnaire majoritaire. Et puis enfin, même en matière économique, développement touristique hôtelier, lorsque j'étais président de province, on a pris 85% au sein de la SHN, la Société des Hôtels de Nouméa, qui contrôle les 2 méridiens, ainsi que les 2 casinos
et le bingo, et qui a pu investir dans le Sheraton, un investissement de 11 milliards de francs CFP pour créer de l'emploi, de l'activité, et qu'on est enfin dans l'intérieur, le vrai vaisseau amiral de notre tourisme. Donc, vous voyez, la théorie des 51, je crois qu'il faut prendre un peu de recul, et je crois qu'on peut tout à fait considérer que dans un pays comme le nôtre, qui veut se gouverner lui-même, pour nous, tout en restant au sein de la République, nous devons maîtriser les principaux outils de notre développement. Les 51% est un élément de cette maîtrise. Alors vous, Jean-Pierre Diaoui, évidemment, vous êtes favorable à ces 51%, Bien sûr, oui. mais est-ce que c'est... Voilà, on voit bien là que c'est un contexte quand même particulier, avec une crise qui est amenée à durer. Est-ce que c'est pas prendre de gros risques pour une collectivité ? Non, pas du tout, parce Alors que... expliquez-nous. Alors, je veux dire, c'est compréhensible que les uns et les autres puissent se poser des questions. Quand il y a eu ce montage, une fois que on a eu l'industriel qui a été d'accord de venir, une fois qu'on ait accès à la ressource, il est venu, il a regardé la ressource, le massif de Koniambo, et il a dit, il y a de la ressource, on accepte de venir monter, de créer l'usine ici, en Nouvelle-Calédonie. Montage 51, et on lui dit 51-49. Un pays qui détient la ressource, comme la Nouvelle-Calédonie, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la ressource nickel dans le monde diminue. Eh bien, les pays qui ont cette ressource, ils ont vraiment un atout. C'est de peser sur les négociations qu'ils peuvent avoir. Et quand on est arrivé à négocier les 51-49, ben c'est vrai que beaucoup de personnes ici disent que ça va pas marcher parce que ça ne s'est jamais vu dans le monde. Oui, parce que... Mais aujourd'hui, on arrive à... L'usine s'est créée et il n'y a pas plus d'inconvénients, de problèmes financiers, aussi bien pour la SMSP ou pour la province Nord, parce que tout a été bien cadré, bien ficelé dès le départ. Il n'y a pas de... Il y a dans le contrat des clauses anti-dilution, mais il y a aussi la possibilité, quand il y a d'éventuels problèmes qui arrivent, il n'y a pas possibilité pour l'industriel d'hypothéquer le massif de Koniambo, d'hypothéquer les actions de KNS, parce qu'il y a des difficultés. Non, ou pour faire en sorte à ce que la banque puisse lui suivre. Tout a été fait et c'est l'outil qui finance le projet. Et on voit bien en ce moment où il y a des difficultés, eh bien, quand le four numéro 1 est tombé en panne, ben, c'est l'industriel qui paye les réparations. Et... Il y a des incertitudes encore là-dessus. Hein. Ah non, mais là, il faut, si on revient là-dessus tout à l'heure, on va donner des précisions quant aux informations qui ne sont pas venues la dernière fois. Le four numéro 1 qui est en panne doit être réparé. Grégoire Bernet. Alors, plusieurs choses par rapport à tout ça. Déjà, on oublie souvent de dire qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie détient quand même 34% du capital de la SLN au travers de la STCPI. Hein. C'est pas mal, c'est une minorité de blocage déjà, qui nous permet en plus de ne pas supporter les risques industriels et financiers. Et on voit de quoi on parle en ce moment, hein, on est en plein dedans. Donc c'est quand même pas mal parce que on détient une minorité de blocage au sein du capital de la SLN sans supporter les risques industriels et financiers. Par ailleurs, le député Gomez, pour justifier finalement la prise de participation majoritaire du capital de la SLN, il dit que c'est comme Ercal, comme Ercalin, comme la SIC, comme Enercal. Bien, mais faut pas oublier que ce sont des sociétés qui sont quand même régulièrement subventionnées par la Nouvelle-Calédonie. Ces sociétés. Et aujourd'hui, en l'état actuel de la situation, on en parlait hier au Congrès par rapport au budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie n'aura pas les moyens de subventionner la SLN, sauf à s'endetter, sauf à augmenter, à faire exploser les impôts du contribuable calédonien. Et par rapport à ce dossier, pourquoi ne pas en parler effectivement? Sauf qu'il faut mettre sur la table, la dimension financière de cette stratégie et ses conséquences sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. C'est ça dont il faut qu'on parle, surtout dans le contexte actuel, avec des cours du nickel aussi bas et des investissements colossaux qui attendent la SLN. Parce que si on prend 51%, ça veut dire qu'on va financer la centrale C. Si on prend 51%, ça veut dire qu'on va, nous, les contribuables, on va payer les pertes colossales dont je vous parlais tout à l'heure, là, que fait la SLN à hauteur d'1,5 milliard par mois. Qui c'est qui va financer les investissements de la SLN ? Donc il y a toutes ces questions, il va falloir qu'on y réponde. Et puis juste pour terminer, j'entendais les références aux autres pays, mais je rappelle quand même que les Australiens, qui sont nos voisins les plus proches, eux, depuis longtemps, ils ont choisi de se limiter aux minorités de blocage, par rapport à ce que je viens d'expliquer. Et rappelez-vous aussi, l'histoire est intéressante, en France, en 1981, la gauche, quand elle arrive au pouvoir, elle nationalise les banques, les entreprises, etc. À peine 3 ans après, et pendant 10 ans, elle reprivatise le tout.
Pourquoi ? Pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, Donc, à partir de là, c'est un vrai débat, effectivement, mais dans le contexte actuel, il serait de bon augure de ne pas prendre 51% du capital de la SLN. Tout le monde peut parler. Il ne veut pas me laisser parler, Philippe Gomez, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Grégoire Bernu ? C'est vrai qu'on voit souvent quand même qu'il y a des subventions, que la Calédonie aide des institutions, on va dire, ça, c'est totalement faux. comme Ercal ou Ercalin. Mais il faut être précis. Est-ce que la BCI reçoit une subvention de la Nouvelle-Calédonie ? Non. Est-ce que Ercalin reçoit une subvention de la Nouvelle-Calédonie ? Non. Est-ce que la SHN, la Société des Hôtels de Nouméa, reçoit une subvention de la Nouvelle-Calédonie ? Non. Les seuls qui reçoivent une subvention de la Nouvelle-Calédonie, ils ont reçu 3 milliards au cours de la décennie écoulée, c'est Enercal, ce qui est faible par rapport à son chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que c'était un choix politique. On n'a pas voulu augmenter le prix de l'électricité. Donc, comme on n'augmente pas le prix de l'électricité, il faut permettre à l'entreprise de s'équilibrer. C'est ce qui a été fait. Donc ça, c'est le premier élément. C'est pas vrai que lorsqu'on est majoritaire, il y a des subventions qui sont versées. C'est totalement erroné. Deuxième chose, c'est curieux de dire à 51%, on prend tous les risques de la planète, et puis à 34, tout va bien. On est déjà à 34. Si on est à 34, on peut être à 51. Si on est à 51, on est à 34. On prend pas plus de risques. On n'est pas plus exposé à 34 qu'à 51. Troisième élément, prendre les 51% au sein de la SLN, c'est fondamental. Parce que ça redonne à la Nouvelle-Calédonie quelque chose qu'elle n'a plus. C'est la maîtrise de son domaine minier. La maîtrise de son domaine minier. Aujourd'hui, notre ressource, qui est celle de tous les Calédoniens, elle ne nous appartient plus. Puisque 54%, c'est la SLN qui les détient. Et donc, bien évidemment, lorsque cette ressource minière est dans les mains d'un seul opérateur privé, puisque la SLN est un opérateur privé aujourd'hui... Mais est-ce que c'est pas ce vers quoi on risque de tendre, en façon de parler, on risque de tendre avec le désir, justement... qu'on a, dont on a parlé d'André Dang, de mettre la main sur le domaine minier de la SLN. Non, mais moi, je ne sais pas ce que veut faire André Dang. Il faut arrêter de personnaliser le débat, alors que les Républicains le fassent, je veux bien, ça sert de bouc émissaire. Non, mais d'accord, mais ça sert de bouc émissaire de manière générale, mais pas les journalistes en plus. C'est infernal. Aujourd'hui, on parle du fond. Donc, arrêtez avec ça. André Dang, moi, je ne suis pas ni pour ni contre André Dang. C'est un homme qui a été choisi par la province Nord pour mettre en œuvre la stratégie de la province Nord et des indépendantistes. Il faut arrêter ça quand même, c'est inacceptable que ça se fasse dans notre pays, c'est insupportable. Je ferme la parenthèse là-dessus. Donc je reviens sur, on a 34 ou 51, aujourd'hui on est exposé à 34, qu'on soit exposé à 51, c'est pas très différent, et reprendre la main sur notre domaine minier, c'est une manière de reprendre la main sur notre maîtrise de notre destin en ce qui concerne la valorisation de notre ressource. Enfin, dernière chose, nous, on est favorable pour sortir des 51 à la souveraineté économique du pays. Pas parce qu'on souhaite la souveraineté économique qu'on est pour l'indépendance politique. La souveraineté économique, vous savez, en Nouvelle-Calédonie, il y en a beaucoup qui, comme le bourgeois gentilhomme, font de la prose sans le savoir. Il y en a beaucoup qui sont favorables à la souveraineté économique sans s'en rendre compte. Mais comme il y a souveraineté, ils ont peur, c'est un gros mot. Non, la souveraineté économique, c'est notre indépendance alimentaire. Oui, il faut qu'on arrive à cultiver dans notre pays, à manger dans notre pays ce qu'on produit. On sera plus fort demain si on y arrive. La souveraineté économique de notre pays, c'est notre indépendance énergétique. Oui, on ne doit plus dépendre des matières fossiles qui sont apportées. L'indépendance, la souveraineté économique, c'est la possibilité de développer un tourisme qui nous apporte plus d'argent et de financement qu'il ne nous en apporte aujourd'hui. C'est ça la souveraineté économique. Et pour nous, à Calédonie Ensemble, être souverain économiquement, c'est être moins dépendant du monde extérieur, être plus fort dans notre pays. Et pour nous, ça se conjugue pas avec la dépendance politique. Est-ce qu'en matière industrielle, on risque pas d'être du coup fragilisé et soumis aux appétits je finis, Grégoire, et après je vous promets que je ne vous interromps pas. Et Jean-Pierre Jaoué aussi qui veut parler. Oui, je sais, je vois Jean-Pierre qui lève son doigt avec insistance depuis un petit moment. Allez-y, et qui brûle de prendre le micro. Mais vous allez pouvoir le faire. Et donc, dernière chose, que suggère le FMI ? Le FMI, c'est pas un modèle de crypto-communisme. Le FMI, c'est l'outil le plus ultra-libéral qu'on ait aujourd'hui à l'échelle de la planète pour conseiller les pays dans le cadre de leur réforme économique. Et bien, le FMI, il y a un rapport qui a été rendu il y a 3 ans maintenant sur quel modèle d'intervention des États dans les entreprises minières et métallurgiques. Et après toutes les expériences, certaines bonnes, d'autres moins bonnes, comme chacun sait, le FMI propose que les États, directement ou indirectement, c'est-à-dire au travers de leur société d'économie mixte, le cas échéant, détiennent 20 à 30% du capital des sociétés minières et métallurgiques, au motif qu'ils apportent la ressource. La ressource est bien celle des États, c'est comme notre nickel, c'est celui de tous les Calédoniens, mais 30% non dilutif, c'est-à-dire en clair, vous n'avez pas d'argent à apporter pour avoir ces 30% dans l'entreprise, pas d'argent à apporter, pas de financement à apporter, pas d'emprunt à réaliser, et 2, vous ne pouvez pas être dilué, quelles que soient les conséquences, la conjoncture, les investissements à réaliser, etc. Donc voilà la préconisation
que fait le FMI aujourd'hui en ce qui concerne les entreprises minières et métallurgiques. Nous, on dit à Calédonie Ensemble, ce principe à 30%, il peut s'appeler de la même manière à 51%. Et pour le coup, il n'expose pas les collectivités au risque industriel et financier, parce que bien évidemment, il ne faut pas que les collectivités soient exposées. Si vous avez 51%, vous n'avez pas les financements apportés et qui sont non dilutifs, il n'y a plus de risque pour les collectivités. Jean-Pierre Diaoué. Voilà. Je dis, pour revenir à la doctrine nickel que porte la province Nord, et par rapport à ce que vient de dire Philippe Gomez, c'est exactement ce qu'a fait la province Nord avec l'usine du Nord. C'est exactement ça. Accès à la ressource. Donc vous êtes d'accord tous les deux? Accès à la ressource. Accès à la ressource massive Koniambo, et sur l'ensemble du pays, c'est accès pour que le pays contrôle sa ressource. Voilà. Et financement à 51%, et dans le contrat, on ficelle tout, des clauses anti-dilution, mais également la non-possibilité d'hypothéquer soit la mine ou soit les actions de KNS. Tout est ficelé. Maintenant, quant au financement de la future usine de la SLN, si la Nouvelle-Calédonie passait à 51%. Pourquoi la SMSP arriverait à financer une usine dans le partenariat qu'il y a avec la SMSP et Falcon Beach à l'époque, et aujourd'hui Glencore, financer une usine qui coûte 700 milliards, avec pas un sou qui sort de la poche de la SMSP. Vous parlez tout à l'heure de l'inquiétude des Calédoniens si la SMSP est endettée. La SMSP n'est pas endettée. Elle a juste 26 milliards qui lui ont été prêtés par l'AFD et l'OCEOR pour participer à la construction de l'usine. Mais il n'est pas endetté du tout. Tout ce qui se fait, c'est payé par l'outil. Mais si la Nouvelle-Calédonie rentre à plus de 51%, à 51% dans la SLN, ce montage-là peut être fait pour la SLN, pour l'usine qui va remplacer celle-là. Mais quand vous venez de parler de KNS, justement, Jean-Pierre Diaoué, le four numéro 2, qui est-ce qui va financer les travaux si Glencore ce qu'on a dit la dernière difficulté? fois, nous, ce qu'on a eu des responsables de Glencore, c'est que tout a été fait pour que le four numéro 1, qui est en panne aujourd'hui, soit réparé. Les choses sont en marche. Pour qu'au mois de janvier 2016, ils puissent rentrer en fonction. Ce qui est dit la dernière fois, c'est pour le four numéro 2, qui marche toujours, qui est maintenant en production. La question est de savoir, est-ce qu'il faut l'arrêter à un moment donné, ou est-ce qu'il faut le faire fonctionner en même temps avec le four numéro 1? Peut-être les Calédoniens ont mal compris, et dire que ils vont pas financer le four numéro 1 qui est tombé aujourd'hui en panne. Oui. Non, c'est pas ça. Parce que le four numéro 2, il a les mêmes défauts que le four numéro 1. Exact. Mais ils ont réussi à le stabiliser. Donc, il n'est pas de l'intérêt de Glencore de ne pas réparer le four 1. Parce que si le four 2 tombe en panne, c'est fini. Donc, le four 1, il va être réparé. C'est le four 2 où il est question. Est-ce qu'on le répare ou est-ce qu'on le réparera un peu plus tard, une fois que les cours seront bien meilleurs? Merci Jean-Pierre Diaoué. Grégoire Bernu. Alors plusieurs choses par rapport à ce que je viens d'entendre. Déjà, par rapport à ce que disait le député Gomez sur le FMI et les 30% du capital non dilutif, effectivement. L'intérêt, c'est bien d'obtenir au moins 30% du capital d'une usine, et pourvu que ce soit non dilutif. On a bien vécu, vous le savez bien, on a bien vécu l'expérience avec la SPMSC à la province Sud. On est confronté à ce problème aujourd'hui, c'est-à-dire que les coûts de construction de l'usine du Sud ont explosé. On détenait 10% du capital. Aujourd'hui, on n'en détient plus que 5%. Donc ça, à l'avenir, on a cette expérience. Donc ça, à l'avenir, effectivement, il va falloir absolument l'éviter. C'est-à-dire que à partir du moment où on rentre dans le capital de l'usine, il va falloir que ce soit non dilutif. Le pourcentage de 30%, je suis désolé, mais c'est pas ultra-libéral. Puis je pense que c'est un peu caricatural de dire que le FMI est ultra-libéral. Le FMI n'est pas crypto-communiste, certes, mais le FMI n'est pas ultra-libéral. C'est quand même le FMI plutôt libéral. Non, mais le FMI est plutôt libéral, on est bien d'accord, mais il n'est pas ultra-libéral. Il faut arrêter de caricaturer. C'est ça que je dis. Effectivement, c'est un modèle d'économie libérale, le FMI. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais il n'est pas ultra-libéral. Et il ne faut pas caricaturer en disant les ultralibéraux face aux crypto-communistes. Première chose. Après, sur les subventions. Quand je parlais des subventions de la Nouvelle-Calédonie, quand je dis la Nouvelle-Calédonie, je parle de l'ensemble des collectivités. Vous parliez de la SHN. La SHN, effectivement, c'est la province sud de la collectivité. C'est pas la Nouvelle-Calédonie. Et sauf à me tromper, la province sud, elle est quand même bien derrière tous les projets de la SHN. Alors effectivement, il y a les casinos qui sont relativement rentables, qui permettent de compenser. Mais un projet comme Guarodeva, par exemple, il a bien fallu le payer.
Donc, mais c'est pas la province qui l'a financé. Mais enfin, c'est quand même dans le giron de la province sud qui le détient et qui, à un moment ou à un autre, est obligé de mettre la main à la poche. Vous avez une vision négative des choses. Pas du tout une vision négative. Je dis simplement que moi, ma principale préoccupation en tant qu'élu aujourd'hui, c'est de corriger les déséquilibres des finances publiques, parce qu'on est confronté à ce problème depuis plus de 10 ans, et qu'aujourd'hui, si on continue à faire cette fuite en avant, à vouloir prendre 51% du capital d'une usine, parce que dernière chose, je termine, je vous ai laissé parler, par rapport au modèle de la province Nord, demain, si on prend 51% du capital de la SLN, mais qui vous dit que Eramet va accepter? Ils vous l'ont dit d'ailleurs la dernière fois, ils le refusent catégoriquement, que ce soit Eramet d'ailleurs ou un autre actionnaire, c'est-à-dire quel actionnaire va accepter d'être minoritaire et de tout payer? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Parce que là, même le modèle de la province Nord, effectivement, la province Nord détient 51% du capital de l'usine du Nord, mais il ne faut pas oublier que c'est Glencore qui a tout financé. Et qu'aujourd'hui, qui c'est qui décide? Oui, mais c'était prévu, mais qui c'est qui décide aujourd'hui? C'est Glencore qui a dit tout seul, on finance pas le second four. Et puis, il faut pas oublier que dans ce montage-là, il y a un autre problème. C'est toujours basé sur les cours du nickel dont l'évolution est erratique, et que l'endettement porté par la SMSP dans ses comptes consolidés de l'usine du Nord, la dette que le KNS doit à Glencore, il va bien falloir la rembourser, sachant que cette dette, elle est énorme aujourd'hui, elle est colossale, puisque Glencore a financé 97%, je crois, du coût de l'usine, et qu'en plus, il va falloir lui rembourser cette dette sur la base de capital plus intérêt, et puis pas des petits intérêts. Alors, Philippe Gomez, ça va être payé par le numéro du Jean-Pierre pognon. Diaoué réagisse également à ce que vous venez de dire, Grégoire Bernu. Oui, plusieurs choses. Première chose, la SHN, Société des Hôtels de Nouméa, n'est pas du tout subventionnée par la province sud. Elle génère elle-même ses propres dividendes qui lui permettent de financer d'autres projets comme celui de Sheraton. Deuxième chose, je suis toujours frappé d'une sorte de satisfaction un peu cachée de certains par rapport aux difficultés que rencontre l'usine du Nord. Absolument ça me désole. Moi, je suis calédonien. C'est pas parce que les indépendantistes se sont ceux qui sont la province Nord, monsieur le député. Je vous ai pas coupé, monsieur Bernier. Non, mais vous vous êtes senti concerné. Je vous ai pas parlé. Ah ouais, mais si. Donc laissez-moi finir. Je dis. Moi, je suis pas heureux des difficultés de l'usine du Nord. C'est un outil de rééquilibrage extraordinaire, exceptionnel. Moi, je salue ceux qui ont engagé cette démarche sous les regards goguenards de certains autres et qui, aujourd'hui, ont abouti. Et s'ils rencontrent des difficultés, je crois que la Nouvelle-Calédonie et les autres collectivités doivent les aider à les surmonter parce que c'est bien sûr pas évident de monter des projets de cette ampleur. 8 milliards de dollars, vous savez, madame, ça se trouve pas sous le pas d'un cheval. Et donc, c'est une belle réalisation qui a ainsi été menée. J'espère que demain, elle fonctionnera de manière parfaite. Troisième chose, une usine, c'est pas une bagnole. Il y en a qui croient peut-être qu'on met les clés dans le contact, qu'on tourne et pouf, on part et ça marche. Non. Il y a des tas d'études, des tas de rapports qui vous indiquent que lorsqu'on fait une usine métallurgique, la durée autour de laquelle l'usine monte en puissance pour atteindre à un moment donné sa capacité de production nominale, c'est facilement 5 à 7 ans. 5 à 7 ans, parce qu'il y a des tas d'ajustements qui sont à effectuer. Alors des fois, comme la Corée, ça marche tout de suite, et puis des fois, comme l'usine du Nord ou l'usine du Sud, ça met un peu plus de temps. Enfin, dernière chose que je veux indiquer, sur un plan plus général, c'est que la question qu'on doit se poser pour moi dans le cadre de ce schéma minier stratégique, c'est sortir des caricatures provinciales ou régionales. Je crois que la province Nord a fait quelque chose important avec l'usine de Corée et l'usine du Nord qui nous donne aujourd'hui, même si des difficultés sont rencontrées, davantage de poids sur la scène internationale en ce qui concerne notre nickel d'une part, et puis davantage d'activités et d'emplois. C'est quasiment 3500 emplois qui ont été créés par l'usine du Nord, direct, indirect et induit, donc c'est pas rien. Et je crois qu'il est temps de se poser la question, comment on évolue maintenant pour faire en sorte que ces outils qui sont des outils provinciaux deviennent des outils du pays? Comment on fait en sorte pour que ces outils qui sont des outils provinciaux deviennent des outils du pays? C'est-à-dire qu'ils ne soient plus la propriété, je dirais, à la fois politique et géographique de la province Nord, c'est-à-dire indépendantiste et régionale, mais qui deviennent... Il nous reste 3 minutes de débat, je voudrais avoir votre point de vue. Vous êtes en train de me dire sur la stratégie... Non, mais j'aimerais bien le dire, mon point de vue, parce que voilà, c'est des outils... D'accord, mais donc ce sont des outils du pays, qu'on puisse les approprier au plan politique. Ce sont des outils qui doivent être ceux de tous les Calédoniens, et pas simplement ceux, comme c'est le cas aujourd'hui, ressentis comme ça aujourd'hui, des indépendantistes et de la province Nord. C'est l'étape qu'on doit franchir, je crois. Alors, juste pour rapidement, Grégoire Bernu, parce que j'aurais voulu avoir un mot sur vous, comment vous voyez les stratégies minières. Je veux quand même rassurer tout le monde. Nous, notre groupe, on veut absolument aider la province Nord et la SMSP. On est inquiets aujourd'hui. On ne se réjouit absolument pas de cette situation. Sauf que pour pouvoir aider la province Nord et la SMSP, on réclame de la transparence.
et on demande que tout soit mis sur la table pour qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse trouver ensemble des solutions, parce que qu'on le veuille ou non, ces outils aujourd'hui ils existent et ce sont aussi les nôtres. Alors justement, voilà, Jean-Pierre Diaoué. Oui, c'est très bien que vous disiez ça. Mais c'est la vérité. Parce que des fois, j'ai pas ce sentiment-là. C'est la vérité, monsieur le député. Voilà. Oui, mais moi aussi, je suis satisfait d'entendre cela, parce qu'au départ, quand on a dit que le montage de 51-49, Pierre Faugier lui-même a dit que cette usine-là, ce projet-là ne se fera jamais parce que ça s'est jamais vu dans le monde. Donc voilà, l'expérience est là, l'usine est là, elle rencontre des difficultés malheureusement, mais il faut faire en sorte à ce que les choses aillent dans le bon sens, qu'ils puissent fonctionner complètement. Par rapport à ce que disait M. Bernu tout là, au financement, mais ça a été prévu. Et l'industriel qui a mis de l'argent pour le financement de l'usine, il va se payer. Il va se payer jusqu'à temps qu'il ait... et ensuite, la province Nord, la SMSP, pourra bénéficier des dividendes. Et pour aller, je veux dire, on travaille pour le pays et c'est normal il faut que l'on puisse arriver à trouver une stratégie minière pour le pays pour que, on maximise la ressource pour l'intérêt de notre pays et pour les générations futures. Philippe Gomez, un dernier mot. De conclusion, peut-être, enfin, en ce qui me concerne, du moins, je ne sais pas où est-ce qu'on en est sur le... ce mot de conclusion, c'est que on doit arriver à un consensus. Là, on voit qu'on est séparés, on n'a pas les mêmes visions des choses, on a des analyses différentes, mais la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens exigent, et ils ont raison de le faire, qu'on arrive à un consensus. On ne peut pas, sur le sujet du nickel, s'opposer les uns aux autres, se combattre les uns les autres. Ça n'est pas possible. C'est tellement fondamental pour l'avenir du pays qu'on doit arriver à trouver les équilibres nécessaires pour se rassembler et construire ensemble cette stratégie industrielle et minière. Et peut-être que le conflit actuel, qui a généré le débat, qui a généré un débat, au-delà du sujet propre, pourra nous permettre justement de nourrir cette réflexion commune et d'arriver dans les 2 années qui viennent, à l'occasion de la sortie de l'accord de Nouméa, à trouver les points d'équilibre pour une stratégie partagée en matière minière et métallurgique. Merci à tous les trois. Alors très rapidement, Grégoire Bernu, très rapidement. Effectivement, il est temps qu'on en arrive là, qu'on puisse bâtir un schéma métallurgique et minier à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est le socle économique sur lequel reposera toute évolution politique et qui nous permettra de sortir sereinement de l'accord de Nouméa. Donc arrêtons effectivement de nous affronter, mettons-nous tous ensemble et traitons ce sujet. Jean-Pierre Diaoué, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Grégoire Bernu. Très bien. Je vous remercie en tout cas, votre passion. Votre passion sur ce thème a prouvé que nous devions y revenir et nous ne manquerons pas bien sûr de revenir sur ces discussions autour de la stratégie nickel, de la doctrine nickel pour le pays. Merci Grégoire Bernu pour les Républicains, merci à vous Philippe Gomez pour Calédonie Ensemble, merci et merci à vous Jean-Pierre Diaoué pour le Palika. Merci. Il est 13h.